Janet a rencontré Thomas à un festival international de cuisine de rue au centre-ville il y a environ 8 mois. Elle était là avec sa colocataire Emily pour essayer toutes sortes de plats différents. Thomas travaillait à un stand de nourriture, vendant de délicieuses pâtisseries de son pays d'origine, quelque part en Amérique du Sud. Il avait un accent très charmant et elle l'a trouvé très mignon tout de suite. Ils ont commencé à parler pendant qu'elle attendait sa commande. Il lui a donné une pâtisserie supplémentaire gratuitement et il avait écrit son numéro sur la serviette. On aurait dit une scène de film. Ils se sont envoyés des SMS pendant quelques jours, puis ont commencé à sortir ensemble. Au début, tout était incroyable. Il était très gentil et voulait toujours passer du temps avec elle. Il la complimentait souvent et lui racontait des histoires sur sa culture. Il expliquait comment les choses étaient différentes dans son pays. Il parlait très bien anglais, mais avec un accent que Janet trouvait très attirant. Après environ 1 mois de fréquentation, Thomas a commencé à rester plus souvent chez elle. Elle vivait dans un petit appartement d'une chambre et en était fière car elle subvenait entièrement à ses besoins depuis l'âge de 20 ans. Elle travaillait dans l'administration de bureau. Ce n'était pas son emploi de rêve, mais elle avait toujours été honnête avec Thomas au sujet de sa situation. Elle lui avait dit dès le début qu'elle avait des projets et qu'elle ne travaillerait pas là éternellement. Elle ne venait pas d'une famille où tout lui était donné. Après quelques mois, Thomas vivait pratiquement chez elle à plein temps. Cela s'est fait lentement, alors elle ne s'en est pas vraiment inquiétée. Un jour, il avait juste toutes ses affaires là et a cessé de retourner chez lui. À l'époque, elle en était en fait heureuse parce qu'elle l'aimait beaucoup et pensait qu'il construisait quelque chose de réel. Le premier signal d'alarme, qu'elle a complètement ignoré, était qu'il n'a jamais proposé d'aider à payer le loyer ou les charges. Quand elle en a finalement parlé après 3 mois, il a dit « Je n'ai toujours pas de revenus stables. Tu sais à quel point c'est difficile avec un visa. » Elle comprenait que l'immigration était difficile et elle voulait le soutenir, mais ensuite elle a commencé à remarquer de petits commentaires qu'il faisait. Au début, ils étaient petits. Il disait des choses comme « Tu jures beaucoup » ou « Les femmes de mon pays ne parlent pas comme ça ». Il lui a dit « Ta façon de t'habiller est très américaine et tu es si bruyante quand tu ris. » Elle n'y a pas beaucoup pensé à l'époque. Elle s'est dit que c'était peut-être juste des différences culturelles, mais les commentaires sont devenus plus fréquents et plus critiques. Il disait « Tu ne survivrais pas chez nous. Les femmes là-bas savent quand se taire. » Il faisait des grimaces quand elle parlait pendant le dîner avec ses amis. Leur situation financière ne s'améliorait pas non plus. Il faisait parfois des livraisons, mais la plupart du temps, il restait assis à son bureau et jouait à des jeux sur son ordinateur portable pendant qu'elle était au travail. Après avoir travaillé pendant 9 heures, elle rentrait fatiguée et il lui demandait ce qu'il y avait pour le dîner, et d'une manière ou d'une autre, elle cuisinait juste le dîner. Avec le recul, elle n'arrivait pas à croire à quel point tout était devenu déséquilibré. Un soir, il y a environ 1 semaine, elle a finalement dit « Je commence à en avoir un peu marre de supporter toutes les dépenses toute seule. » Sa réaction a été choquante. Il s'est immédiatement mis sur la défensive et a dit « Alors tu ne me fais pas confiance ? Je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble et tu comptes les centimes comme un épicier. » Après cette conversation, elle s'est sentie coupable, comme si c'était elle la mauvaise pour avoir même dit quelque chose. Il ne lui a pas parlé pendant 2 jours et elle a fini par s'excuser auprès de lui. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait ça. Puis, le week-end dernier, Thomas lui a dit que ses parents venaient lui rendre visite et qu'il voulait les inviter à dîner. Elle était en fait excitée de les rencontrer, mais ensuite il a commencé à lui donner des instructions. Il a dit « S'il te plaît, ne plaisante pas trop fort, ne sois pas impoli, sois polie et respectueuse. Ma mère est très traditionnelle. » Elle a passé toute la journée à nettoyer l'appartement, à cuisiner 3 plats différents, dont un de son pays qui lui avait pris une éternité à apprendre. Elle voulait vraiment faire bonne impression. Quand ils sont arrivés à 19 heures, elle était épuisée mais souriait toujours. Ses parents étaient polis, c'était le meilleur mot qu'elle pouvait utiliser. Ils lui ont souri et ont hoché la tête, mais quelque chose n'allait pas dès leur entrée. Presque tout de suite, ils ont commencé à parler à Thomas dans leur langue, et ce n'était pas juste un court échange. Ils ont parlé leur langue pendant la majeure partie de la soirée, même lorsqu'ils étaient assis juste en face d'elle à la table du dîner qu'elle avait passé des heures à préparer. Elle a essayé de rester positive et engagée,
souriant et hochant la tête même si elle ne comprenait rien. Thomas traduisait parfois, mais seulement de manière vague, comme « Oh, il parle juste du nouveau bébé de notre cousin » ou « Il discute de certaines affaires de famille ». À mi-chemin du dîner, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié d'acheter de la crème et des citrons pour le dessert. Elle a dit à Thomas qu'elle devait aller au dépanneur du coin et qu'elle reviendrait tout de suite. Ils ont tous hoché la tête et ont continué à parler pendant qu'elle prenait ses clés et partait. Quand elle est revenue environ 15 minutes plus tard, ils ont soudainement changé de sujet. Le reste de la soirée s'est déroulé de la même manière, elle essayant trop fort, eux parlant leur langue et Thomas se comportant différemment en présence de ses parents. Ils sont partis vers 23h et elle était tellement fatiguée qu'elle est allée directement au lit. Le lendemain matin, elle préparait du café quand elle s'est soudainement souvenue de quelque chose. Il y a 1 an et demi, son ordinateur portable et quelques bijoux avaient été volés dans son appartement lors d'un cambriolage. Après cela, elle avait installé 2 petites caméras de sécurité, une dans le salon face à la porte d'entrée et l'autre dans la cuisine. Elles n'étaient pas cachées, c'étaient juste de petites caméras ordinaires posées sur des étagères qu'elle avait achetées sur Amazon. Elle ne les vérifiait plus souvent, elles étaient là surtout pour sa tranquillité d'esprit. Mais alors qu'elle se tenait là dans sa cuisine, une pensée soudaine l'a frappée. Elle pouvait en fait entendre ce qu'il disait pendant qu'elle était au magasin. Au début, elle s'est sentie bizarre, comme si c'était peut-être une violation de la vie privée, mais ensuite elle s'est souvenue, 1. C'était son appartement, 2. Les caméras n'étaient pas cachées, et 3. Ils étaient littéralement assis chez elle en train de parler pendant qu'elle n'était pas là. Elle a pris son téléphone et a ouvert l'application de sécurité. Elle a trouvé les images de la nuit dernière vers 20h30, quand elle était partie au magasin. Au début, c'était toujours la même chose, eux parlant dans leur langue, mangeant sa nourriture dans son appartement. Mais environ 2 minutes après son départ, la conversation a changé. Elle pouvait le voir à leur langage corporel et à leur ton que quelque chose avait changé. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'ils disaient, mais elle pouvait sentir l'ambiance changer à travers l'écran. Sa mère parlait plus animée et gesticulait vers la cuisine où elle avait cuisiné toute la journée. Son père hochait la tête et riait parfois. Et Thomas souriait et hochait la tête en accord avec tout ce qu'il disait. Elle ne savait pas quoi faire de ces images puisqu'elle ne pouvait pas les comprendre, mais elle s'est souvenue d'un service en ligne qui pouvait transcrire et traduire de l'audio. Elle l'avait déjà utilisé pour le travail, alors elle a téléchargé le clip et l'a mis en ligne. Environ 1 heure plus tard, elle a reçu la transcription en anglais. Elle aurait souhaité ne jamais l'avoir traduite. Sa mère avait dit, « Elle n'est pas très jolie, mais elle range après toi. » Puis elle a ri et a ajouté, « Eh bien, au moins elle connaît sa place. » Son père a répondu, « C'est comme une femme de ménage gratuite, un choix intelligent, mon fils. » Et Thomas, l'homme qu'elle subvenait, pour qui elle cuisinait et rangeait depuis des mois, a ri et a dit, « Elle est utile, l'appartement est toujours propre, la nourriture est toujours prête. » Les filles américaines sont si faciles à manipuler, il suffit de leur faire croire qu'elles ont tort de demander quoi que ce soit et elles vous donneront tout. Il y avait plus, bien pire, mais elle ne pouvait même pas le taper sans se sentir malade à nouveau. Ils se sont moqués de son apparence, de son travail, de son appartement, même de la nourriture qu'elle avait tant travaillé à préparer, tout en mangeant à sa table, chez elle. La partie la plus douloureuse était que pendant toute la conversation, Thomas ne l'a jamais défendue. Pas une seule fois il n'a dit, ne parlez pas d'elle comme ça, ou, je tiens à elle. Au lieu de cela, il s'est joint à eux, il a ri. Elle est restée assise là à regarder l'écran de son téléphone pendant ce qui lui a semblé des heures. Son esprit n'arrêtait pas de répéter tous les petits commentaires critiques qu'il avait faits au cours des mois, toutes les fois où il lui avait fait sentir qu'elle n'était pas assez bien ou qu'elle ne se comparait pas aux femmes de sa culture. Tout cela avait maintenant un sens. Il ne l'avait jamais respectée, elle était juste pratique. Il dormait encore dans son lit pendant qu'elle était assise dans la cuisine, la même cuisine où sa famille s'était moquée d'elle, essayant de comprendre ce qu'elle allait faire ensuite. Elle savait qu'elle devait rompre, elle savait qu'elle devait le faire sortir de son appartement, mais une partie d'elle voulait le confronter à ce qu'elle avait entendu. Elle voulait voir son visage quand il réaliserait qu'elle avait compris chaque mot horrible. C'est là qu'elle en était maintenant, une femme qui avait passé 8 mois à être la femme de ménage gratuite de quelqu'un tout en pensant qu'elle était en couple. Elle se sentait si stupide. Mise à jour, il vient de se réveiller et m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit,
Je vérifie juste mes emails. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête et est allé prendre sa douche. Je me suis dit, c'est ça. J'ai décidé de commencer à faire ses affaires pendant qu'il était là. Je ne voulais pas qu'il reste une nuit de plus chez moi. J'écris maintenant depuis le canapé de mon amie Émilie vers 2 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir et que je voulais tout mettre à jour là où je m'étais arrêtée hier. Thomas était sous la douche et je venais de découvrir ce que lui et ses parents avaient dit de moi quand j'étais allée au magasin. Je me souviens m'être assise là, me sentant étrangement calme, le genre de calme qui vient quand une personne est tellement en colère qu'elle devient complètement silencieuse à l'intérieur. Quand j'ai entendu la douche s'arrêter, j'ai posé mon téléphone et suis allée directement dans la chambre. J'ai pris 2 sacs poubelles noirs sous l'évier et j'ai commencé à faire ses affaires, pas soigneusement, juste en fourrant des vêtements, des chaussures, son casque de jeu, tout dans les sacs. Il n'y avait même pas grand-chose à emballer parce qu'il était entré dans ma vie presque sans rien. J'ai trouvé la petite boîte où je gardais des photos d'eux ensemble. Il y en avait du festival de food truck où ils s'étaient rencontrés, d'une journée à la plage de l'été dernier et des trucs comme ça. Je les ai toutes déchirées en 2 et les ai jetées avec ses vêtements. J'étais en train de vider son tiroir quand il est entré avec juste une serviette autour de la taille. Il s'est arrêté net quand il a vu les sacs, les vêtements partout et l'expression sur mon visage. Au début, il a semblé confus et a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose ne va pas ?» Sa voix avait un ton nerveux que je n'avais jamais entendu auparavant. Quand je n'ai pas répondu tout de suite, il a essayé de me toucher le bras et je me suis éloignée si vite que j'ai fait tomber la lampe de ma table de chevet. Elle ne s'est pas cassée, mais l'abat-jour s'est cabossé. C'est là que je lui ai dit. Je lui ai dit que je savais exactement ce que lui et ses parents avaient dit de moi pendant que j'étais au magasin. Je lui ai dit que j'avais les images de ma caméra de sécurité, que je les avais fait traduire et que je savais qu'il m'avait appelé sa femme de ménage personnelle à ses parents. La façon dont son visage a changé, d'abord il y a eu cette fraction de seconde de choc, puis un déni instantané. Il a essayé de dire que j'avais du mal à comprendre la traduction, que je ne comprenais pas le contexte culturel, qu'il plaisantait juste. Quand il a réalisé que je n'y croyais pas, il a complètement changé de tactique. Il s'est mis en colère et a commencé à crier que je l'espionnais, que j'avais violé sa vie privée en enregistrant sa conversation privée avec ses parents, comme si c'était chez moi, sur des caméras qui étaient visiblement montées au mur, des caméras qui étaient là avant même que je ne le rencontre. J'étais toujours étrangement calme, continuant juste à faire ses affaires pendant qu'il hurlait. Cela semblait le rendre encore plus en colère. Il m'a attrapé le poignet violemment et m'a éloigné des sacs, disant que j'étais folle, que j'exagérais, que c'était pour ça que les femmes de son pays étaient meilleures, elles n'agissaient pas de manière hystérique pour rien. C'est là que j'ai perdu mon calme. J'ai retiré mon bras si violemment que ses ongles m'ont éraflé la peau. Je l'ai repoussé et lui ai dit de sortir de mon appartement. Je lui ai dit qu'il avait 20 minutes pour s'habiller, prendre ses affaires et partir, sinon j'appellerais la police. Il m'a traité de folle et a dit que je ne serais rien sans lui. Puis est venue la partie qui m'a fait rire. Il a dit que je jetais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, la meilleure chose, un homme qui se moquait de moi auprès de ses parents, qui ne contribuait à rien, qui me traitait comme une servante. Je lui ai dit que c'était fort de la part de quelqu'un qui vivait à mes crochets depuis des mois. Je lui ai rappelé que tout ce dont il profitait était en fait à moi, mon appartement, ma nourriture, mon Netflix, tout. Je lui ai dit qu'il était un parasite, pas un petit ami. Ça l'a touché au vif. Il est devenu tout rouge et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Au lieu de ça, il a pris le sac que j'avais fait, s'est précipité dans la salle de bain pour s'habiller et est ressorti quelques minutes plus tard complètement vêtu mais toujours furieux. En partant, il n'arrêtait pas d'essayer d'avoir le dernier mot, disant que je le regretterais, que je l'appellerais en pleurant dans quelques jours en le suppliant de revenir. Il a dit que personne d'autre ne me supporterait. J'ai juste ouvert la porte plus grand et lui ai montré la dernière chose qu'il a faite avant de partir. Il a renversé la petite table près de la porte, faisant voler mes clés et mon courrier à travers le sol. Puis il est sorti en claquant la porte si fort que ma voisine d'en face a ouvert sa porte pour vérifier si tout allait bien. Après son départ, je me suis juste assise par terre dans mon salon pendant environ 1 heure. Mon poignet avait des marques rouges là où il m'avait attrapé et elles commençaient à devenir bleues. C'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point les choses avaient mal tourné, comment j'avais laissé quelqu'un me traiter de cette façon pendant des mois.
J'ai pleuré pendant un moment, même pas vraiment des larmes de tristesse, plutôt un mélange de soulagement et de colère. Puis je suis passée en mode pratique. J'ai envoyé un SMS à mon amie Émilie et lui ai fait un bref résumé de ce qui s'était passé. Émilie a immédiatement proposé de venir, mais j'avais d'abord besoin de temps seul. J'ai fait le tour de l'appartement pour rassembler tout ce que Thomas aurait pu laisser derrière lui. J'ai trouvé son chargeur de téléphone de rechange, quelques livres et une veste dans le placard. J'ai tout mis dans un autre sac près de la porte. Puis j'ai appelé un serrurier. Ça m'a coûté 275 $ pour un appel d'urgence un dimanche, mais à 18 h, j'avais de nouvelles serrures sur ma porte. Ça valait chaque centime, honnêtement. Vers 20 h, les SMS ont commencé. D'abord, c'était juste un « tu fais une grosse erreur ». Je n'ai pas répondu. Puis, j'ai laissé mon chargeur et d'autres choses. J'ai besoin de venir les chercher. Ensuite, tu m'ignores sérieusement après tout ce qu'il a fait pour toi? Tout ce qu'il avait fait pour moi? J'ai presque jeté mon téléphone à travers la pièce. À 22 h, le ton avait changé. Je suis désolée si tu as mal compris ce qu'on disait. C'est une question culturelle, tu ne comprendrais pas, puis, est-ce qu'on peut juste en parler, s'il te plaît? Tu exagères. Peu de temps après, Émilie est arrivée avec du vin et des plats à emporter. Elle s'est assise avec moi pendant que je lui montrais la vidéo et la traduction. Émilie était furieuse, j'ai dû la retenir de ne pas aller trouver Thomas elle-même. Elle est restée jusqu'à minuit, m'aidant à supprimer les photos de lui de mon téléphone et à me désidentifier des publications avec lui sur Instagram. Ce matin, lundi, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et environ 30 SMS de Thomas. Ils allaient de la colère, tu vas le regretter, aux excuses, je suis désolée, s'il te plaît, parlons-en, en passant par la manipulation, je n'ai nulle part où aller, tu connais ma situation. J'ai bloqué son numéro. Puis je me suis souvenu qu'il pouvait encore me contacter sur Instagram et WhatsApp, alors je l'ai bloqué là aussi. Puis Facebook, puis même LinkedIn, juste par sécurité. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade parce que mon poignet me faisait mal et honnêtement, je ne pouvais pas affronter les gens pour l'instant. Mon patron a été compréhensif, il m'a juste dit de prendre la journée et de me sentir mieux. Vers midi, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et à ma grande surprise, c'était Thomas. Je n'ai pas répondu. Il a continué à frapper, puis a commencé à m'appeler par mon nom à travers la porte. Je suis restée complètement silencieuse, juste assise sur mon canapé à le regarder par le Judas comme dans une étrange situation d'harceleur inversé. Au bout d'environ 10 minutes, il est parti. J'ai envoyé un SMS à Émilie et elle a insisté pour que je vienne rester chez elle pendant quelques jours, juste par sécurité. C'est là que j'en suis maintenant. Je n'arrête pas de penser à tous les petits signaux d'alarme que j'ai ignorés au cours des mois, comment il n'a jamais aidé avec l'argent, comment il critiquait ma façon de parler, de m'habiller et de rire, comment il me faisait sentir coupable de demander une justice élémentaire, le fait qu'il ne m'a jamais invité à sortir avec ses amis sans lui, comment il rabaissait mes objectifs de carrière. Chacun d'eux semble si évident maintenant, mais je les ai tous manqués. Je ne sais même pas pourquoi. Je suppose que j'étais tellement prise par l'idée de ce petit ami charmant et exotique que je ne voulais pas voir la vérité. Oh, et encore une chose, sa cousine, celle avec qui il était vraiment proche, m'a envoyé un message sur Instagram cet après-midi. Apparemment, Thomas a dit à toute sa famille que je l'avais mis dehors parce que j'étais mentalement instable et jalouse de sa culture. Sa cousine ne l'a pas cru et voulait savoir ce qui s'était réellement passé. Je lui ai envoyé la transcription traduite de ce qu'ils avaient dit de moi. Sa cousine était horrifiée et s'est excusée pour le comportement de sa famille. Au moins, il y avait une personne décente dans ce groupe. Alors, c'est là que j'en suis en ce moment, dormant sur le canapé d'une amie, bloquant mon petit ami de 8 mois sur toutes les plateformes et essayant de comprendre ce qui va se passer ensuite. Je n'avais jamais eu une rupture aussi dramatique auparavant. Une partie de moi avait peur qu'il continue à essayer de me contacter ou qu'il se présente à mon travail. Il savait où je travaillais. Une autre partie de moi était juste triste de toute cette histoire, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me sentais si stupide de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Émilie pensait que je devrais déposer un rapport de police pour qu'il m'ait attrapé le poignet, juste pour qu'il y ait une trace au cas où les choses empireraient.
Je n'étais pas sûre que ce soit nécessaire, mais peut-être qu'Émilie avait raison d'être prudente. Alors, après avoir passé 3 nuits sur le canapé d'Émilie, je commençais à me sentir un peu plus stable. Les bleus à mon poignet avaient viré à une vilaine couleur jaunâtre mais ne me faisaient plus mal. Je n'avais plus eu de nouvelles de Thomas depuis que je l'avais bloqué partout et je commençais enfin à penser que le pire était peut-être passé. Je suis même retournée travailler mercredi et mes collègues ont été très compréhensifs quant à mes quelques jours de congé. Hier matin, samedi, je me suis réveillée tôt et j'ai décidé qu'il était temps de retourner dans mon propre appartement. Émilie a proposé de venir avec moi juste pour s'assurer que tout allait bien, mais je lui ai dit que ça irait. Je me suis arrêtée prendre un café en rentrant, vérifiant mes alentours tout le temps comme dans un film d'espionnage paranoïaque, riant un peu de moi-même. Quand je suis retournée chez moi, tout était exactement comme je l'avais laissé. J'ai passé la matinée à faire un grand nettoyage, à changer les draps, à frotter la salle de bain, à réorganiser les meubles. J'essayais en gros de reprendre possession de mon espace et de me débarrasser de tout ce qui me rappelait Thomas. J'ai même brûlé de la sauge que ma sœur m'avait donnée à Noël dernier. Oui, je savais que c'était un peu cliché, mais ça m'a fait du bien. Vers midi, j'ai pensé que je devrais prendre des nouvelles de mes parents. On se parlait habituellement le week-end et je ne leur avais pas encore parlé de la rupture. Ma mère et mon père vivaient à environ 40 minutes de la ville, dans la maison où j'ai grandi. J'ai pensé à appeler, mais j'ai ensuite décidé que ce serait peut-être agréable de les voir en personne. J'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui demander si je pouvais venir dîner et elle a répondu par un simple « Oui, il faut qu'on parle ». C'était étrange. Ma mère était la reine des émojis et des points d'exclamation dans les SMS. Un message sérieux, « Il faut qu'on parle », n'était pas du tout son style. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu, ce qui m'a rendue encore plus nerveuse. Je me suis dit que peut-être ma mère était juste occupée à cuisiner ou quelque chose comme ça. Je suis arrivée chez mes parents vers 16 heures. Dès que je suis entrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère était assise raide à la table de la cuisine, ne se levant pas pour me serrer dans ses bras comme elle le faisait habituellement. Mon père était debout près du comptoir en train de faire du café, dos à moi. La tension dans la pièce était si lourde que j'ai failli faire demi-tour et partir. J'ai demandé ce qui se passait et ma mère m'a juste regardé avec une expression que je n'arrivais pas à comprendre. Puis ma mère m'a demandé si j'allais bien mentalement ces derniers temps. J'étais complètement confuse jusqu'à ce que ma mère dise que Thomas était venu les voir hier. Il était apparemment allé chez mes parents. Il s'était présenté sans prévenir vendredi matin, l'air soigné et bien mis. Il s'était excusé de venir sans prévenir, mais avait dit qu'il était inquiet pour moi. Il leur avait dit que j'agissais étrangement, que j'étais devenue paranoïaque et que je l'enregistrais secrètement. Il avait affirmé que je l'avais mis dehors dans un accès de rage, que je l'avais agressé physiquement et qu'il était préoccupé par ma santé mentale. Il leur avait montré une égratignure sur son visage, que je ne lui avais absolument pas faite, et avait suggéré que je la lui avais faite pendant notre dispute. Il avait brossé un tableau complet de moi comme une petite amie instable devenue violente quand il avait essayé de m'aider. Ma mère me regardait attentivement pendant qu'elle disait tout cela, essayant clairement de voir ma réaction. Je voyais bien que ma mère ne croyait pas entièrement l'histoire de Thomas. Ma mère me connaissait mieux que ça, mais elle était suffisamment inquiète pour ne pas la rejeter immédiatement. Je me suis assise à table, ayant l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. J'ai essayé de rester calme en expliquant ce qui s'était réellement passé, le dîner avec ses parents, la caméra de sécurité qui était là avant même que je ne le rencontre, ce que je les avais entendus dire de moi et comment ils m'avaient attrapé le poignet quand je l'avais confronté. Ma mère avait toujours l'air incertaine, non pas parce qu'elle ne me croyait pas, mais parce que toute la situation lui semblait si étrange. Elle n'arrêtait pas de demander si j'étais sûre de ne pas avoir mal compris la traduction ou s'il y avait peut-être eu une sorte de confusion culturelle. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone. J'avais toujours le clip vidéo enregistré avec des captures d'écran de la traduction. J'ai donné le téléphone à ma mère et j'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait tout. Quand ma mère a fini, elle avait l'air furieuse, non pas contre moi, mais contre Thomas. Mon père, qui était resté assis tranquillement à écouter tout le temps, est finalement venu regarder mon téléphone aussi. Il était habituellement calme, mais en lisant la traduction, son visage est devenu de plus en plus rouge. Quand il a vu la partie où le père de Thomas m'appelait une femme de ménage gratuite et où Thomas riait,
mon père a en fait juré, ce qu'il ne faisait presque jamais. Toute l'atmosphère dans la cuisine a changé. Ma mère s'est levée et m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir douté de moi, même une seconde. Elle a dit qu'elle aurait dû savoir mieux que de faire confiance à cette petite fouine manipulatrice, ses mots exacts, ce qui m'a fait rire même si j'étais bouleversée. Mon père est resté silencieux d'une manière qui était plus effrayante que s'il avait crié. Il a juste demandé à quelle heure Thomas terminait habituellement son travail et où exactement il livrait de la nourriture. Je le lui ai dit sans trop y penser. Puis ils ont essayé d'avoir un dîner normal, mais mon père n'arrêtait pas de regarder sa montre et avait l'air distrait tout le temps. Vers 19h, il s'est soudainement levé, a pris ses clés et a dit qu'il devait sortir un moment. Ma mère lui a demandé où il allait, mais il a seulement dit qu'il reviendrait bientôt et est sorti. Ma mère et moi nous sommes regardés, réalisant toutes les deux en même temps ce qu'il allait probablement faire. J'ai rapidement essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. J'ai commencé à paniquer en pensant à ce qui pourrait arriver s'il allait trouver Thomas et que les choses dégénéraient. Ma mère était inquiète aussi, mais elle n'arrêtait pas de dire que mon père n'était pas fou, qu'il ne ferait rien pour se mettre dans le pétrin. Nous sommes restés assises là pendant environ 2 heures, l'appelant encore et encore, devenant de plus en plus nerveuse à chaque fois qu'il ne répondait pas. Finalement, vers 21h30, nous avons entendu sa voiture dans l'allée. Il est entré, l'air tout à fait normal, comme s'il était juste sorti acheter des courses. Quand nous lui avons toutes les deux demandé où il était allé, il s'est calmement assis et a dit qu'il était allé trouver Thomas à l'endroit de livraison dont je lui avais parlé. Il a attendu que Thomas sorte après son service, puis s'est approché de lui. Selon mon père, il est resté calme, bien que je ne sois pas complètement sûre de le croire. Il a dit à Thomas qu'il savait tout, qu'il avait vu la vidéo, lu les traductions et savait que Thomas m'avait attrapé le poignet. Il lui a clairement dit de rester loin de moi et de notre famille. Mon père a dit que Thomas avait essayé de se défendre au début, disant qu'il y avait eu un malentendu, mais quand mon père a mentionné les choses exactes qui avaient été dites dans la vidéo, le visage de Thomas a pâli. Mon père lui a dit que s'il me contactait ou s'approchait de notre famille à nouveau, il y aurait des conséquences. Il n'a pas expliqué quelles étaient ces conséquences et honnêtement, je ne voulais pas vraiment le savoir. Mon père a dit à Thomas: tu étais assis à notre table en train de manger notre nourriture et ensuite tu as appelé ma fille une servante qui n'était bonne qu'à nettoyer après toi. Si tu reparles d'elle comme ça ou si tu continues à répandre des mensonges à son sujet, tu le regretteras. Selon mon père, Thomas n'a pas dit un mot de plus. Il est juste resté là, choqué, pendant que mon père s'éloignait. Une partie de moi aurait aimé voir son visage à ce moment-là. Quand mon père a fini de nous raconter tout, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. J'ai ressenti du soulagement que quelqu'un m'ait défendu, de l'embarras que mes parents soient maintenant impliqués dans mes problèmes de couple à l'âge de 26 ans, et de la nervosité quant à la réaction de Thomas. J'ai fini par passer la nuit chez mes parents parce qu'il était tard et que j'étais épuisée émotionnellement. Le lendemain matin au petit déjeuner, ma mère a suggéré que je pense à demander une ordonnance restrictive, surtout parce que Thomas continuait à faire monter les enchères. D'abord, il s'est présenté à mon appartement, puis il est allé chez mes parents sans que je le sache. Comme plus tôt et en fixant de meilleures limites. Après que mon père ait parlé à Thomas, les choses sont restées calmes pendant environ 10 jours. Je suis retournée dans mon appartement, j'ai recommencé à avoir une routine et je me suis sentie plus moi-même. J'ai même fait une petite virée shopping et j'ai acheté de nouveaux coussins et des plantes pour que l'espace ressemble davantage au mien. C'était de petites choses, mais elles ont aidé à dissiper le sentiment de sa présence. Ma thérapeute m'a dit de tenir un journal de mes sentiments. Au début, j'ai pensé que ça avait l'air idiot, mais ça m'a vraiment aidé. Écrire les choses a rendu tout moins accablant. J'ai eu 2 autres séances de thérapie et nous avons commencé à parler de la raison pour laquelle j'avais ignoré tant de signaux d'alarme pendant si longtemps. J'ai découvert que j'avais des problèmes d'estime de soi sur lesquels je devais travailler. Je ne m'en étais même pas rendu compte auparavant. Le travail avait été une bonne distraction. Mes collègues ne connaissaient pas tous les détails, mais ils savaient que j'avais vécu une mauvaise rupture. Tout le monde m'a soutenue. Hier a commencé comme un mardi normal. Je me suis réveillée, j'ai fait ma routine de soins de la peau en écoutant un podcast, j'ai pris un café au café du coin de la rue et je suis allée au bureau. La matinée a été chargée avec de nombreuses réunions.
Je n'ai même pas eu le temps de vérifier mon téléphone avant le déjeuner. Quand j'ai enfin regardé vers 13 heures, j'ai vu 3 appels manqués d'un numéro inconnu et un message vocal. Je suis allée dans la salle de pause pour l'écouter. Dès que j'ai entendu la voix, mon estomac s'est noué. C'était Thomas. Il n'avait pas l'air bien. Ses paroles étaient un peu pâteuses et il n'arrêtait pas de passer de l'anglais à sa langue maternelle. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a dit qu'il avait besoin de me parler. Il a dit que tout s'effondrait et que je lui devais une conversation. J'ai supprimé le message vocal tout de suite et j'ai bloqué le numéro. Puis j'ai envoyé un SMS à Emily et lui ai dit qu'il avait trouvé un moyen de me contacter à nouveau. Emily m'a dit que je devrais en parler à la sécurité du bureau juste par sécurité. Au début, ça m'a semblé trop, mais j'ai décidé de passer quand même à la réception. Mon immeuble avait 2 agents de sécurité. L'un était un homme plus âgé nommé Jonathan qui travaillait là depuis des années et l'autre était une jeune femme nommée Tina qui n'avait commencé que quelques mois auparavant. Je l'ai vu entre 2 services et leur ai rapidement expliqué que mon ex pourrait essayer de me contacter au travail. J'ai dit que je ne voulais pas le voir. Ils ont été très compréhensifs et ont dit qu'ils feraient attention à lui. Ça m'a fait me sentir un peu mieux. Je suis retournée à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je n'arrêtais pas de regarder l'heure et de vérifier l'ascenseur. À 16 heures, je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Il avait laissé un message vocal étrange, mais ça ne voulait pas dire qu'il allait vraiment venir. À 16h30, j'étais dans une petite réunion avec mon équipe dans l'une des salles de conférence au mur de verre près de l'entrée du bureau. Nous parlions d'un projet à venir quand j'ai vu quelqu'un bouger près de la réception. J'ai levé les yeux et c'était Thomas. Il parlait beaucoup à Tina à la réception. J'ai rapidement dit à mon équipe que je devais sortir un instant, puis j'ai envoyé un SMS à Jonathan qui était dans la salle de pause et lui ai demandé de venir rapidement à la réception. Je me suis cachée derrière une colonne en essayant de décider quoi faire. Pendant que je réfléchissais, j'ai entendu la voix de Thomas devenir plus forte. Il essayait de dépasser Tina en disant qu'il avait juste besoin de me parler pendant 5 minutes. Il a dit qu'elle était enfantine en l'ignorant. Puis Jonathan est arrivé. J'étais tellement reconnaissante. Il était grand et avait de larges épaules et il était dans l'armée auparavant. Il s'est mis juste devant Thomas et Thomas a reculé. Je n'ai pas tout entendu de ce qu'il disait, mais j'ai vu Jonathan pointer la porte. Il était clair qu'il lui disait de partir. Pendant un instant, j'ai cru que Thomas allait vraiment partir. Il a reculé tout en continuant à discuter, mais il n'avait plus l'air aussi en colère. Puis, comme si les choses n'étaient pas déjà assez mauvaises, Gabriel est passé par là et m'a demandé si tout allait bien. Thomas s'est tourné et m'a vu debout là avec un autre homme. Tout son visage a changé. Il avait l'air en colère et intense. Soudain, il a poussé Jonathan et s'est dirigé vers nous. Jonathan l'a rattrapé rapidement et lui a attrapé le bras pour l'arrêter, mais Thomas n'agissait pas comme le gentil garçon que j'avais rencontré au festival de food truck. Il criait maintenant. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Il a dit que j'avais monté tout le monde contre lui. Il a même dit que j'étais déjà avec quelqu'un d'autre, parlant de Gabriel qui avait juste l'air confus. Des gens sont sortis des salles de réunion et se sont tenus à leur bureau pour voir ce qui se passait. Je me sentais figée. J'étais embarrassée et effrayée en même temps. Gabriel s'est mis devant moi, ce qui était gentil, mais ça a rendu Thomas encore plus en colère. Thomas a essayé de m'atteindre pendant que Jonathan lui bloquait le passage. Puis Thomas a commencé à dire des choses terribles. Il m'a traitée de manipulatrice. Il a dit que je l'avais piégée. Il a dit que je l'avais enregistrée pour détruire sa vie. Il a dit que je l'avais attaquée et mis à la rue. Puis son ton a complètement changé. Sa voix s'est brisée et il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il avait besoin de moi. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il a commencé à pleurer, de vraies larmes coulaient sur son visage. Il m'a supplié de lui parler. Il m'a demandé de lui donner une autre chance. Tina avait déjà appelé la sécurité du bâtiment. 2 autres gardes sont arrivés juste au moment où Thomas essayait une dernière fois de s'approcher de moi. Il s'est libéré de Jonathan pendant une seconde. Gabriel s'est interposé et a tendu le bras pour l'arrêter. Thomas a donné un coup de poing à Gabriel, mais l'a manqué de quelques centimètres.
Les gardes ont attrapé Thomas par les 2 bras et ont commencé à le traîner hors du bâtiment. Il n'arrêtait pas de crier, passant des insultes aux supplications de pardon pendant qu'il l'emmenait à l'ascenseur. Il m'a regardé une dernière fois. Il a crié que je le regretterais et que ce n'était pas fini. Puis mon patron est venu à mes côtés et m'a dit doucement de prendre le reste de la journée. Mon patron m'a accompagné à mon bureau, a attendu que je prenne mes affaires et a demandé à Jonathan de m'escorter jusqu'à ma voiture juste par sécurité. Tout le temps, j'avais l'impression de me déplacer dans un brouillard, comme si ce ne pouvait pas être ma vraie vie. J'ai appelé Émilie du parking, tremblant tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Émilie est arrivée à mon appartement 30 minutes plus tard avec des plats à emporter. Je lui ai tout raconté pendant que nous étions assises sur le canapé. Émilie a encore passé la nuit chez moi, dormant dans ma chambre pendant que je prenais le canapé parce que j'étais trop nerveuse pour dormir de toute façon. Le matin, je me suis réveillée avec un SMS de mon patron. Il disait de prendre la journée et que les RH voulaient me rencontrer le lendemain pour parler de l'ajout de mesures de sécurité supplémentaires. Gabriel m'a également envoyé un SMS pour savoir si j'allais bien. C'était vraiment gentil de sa part, surtout qu'il a failli se faire frapper par mon ex fou. J'ai décidé d'appeler la police et de déposer un rapport, ce que je savais que j'aurais probablement dû faire quand Thomas m'a attrapé le poignet pour la première fois. L'officier qui a pris ma déposition a été compréhensif. Elle a dit que même si son comportement était préoccupant, il ne pouvait pas l'arrêter juste pour s'être présenté à mon lieu de travail et avoir fait une scène. Mais l'officier m'a aidé à entamer la procédure pour une ordonnance restrictive, que je prévoyais de suivre ce jour-là. J'ai également reçu un autre message de la cousine de Thomas. Après la scène à mon bureau, Thomas avait apparemment fait une sorte de crise, publiant des choses étranges et en colère sur ses stories Instagram à propos de la trahison et de la vengeance. Il m'avait bloqué, mais des amis communs m'ont envoyé des captures d'écran de tout. Sa cousine était vraiment inquiète de son état mental et s'est excusée à nouveau pour ce que sa famille avait fait. Elle a dit que ses parents étaient finalement intervenus. Ils lui avaient réservé un billet aller simple pour leur pays et le vol était prévu pour le lendemain. Il lui avait dit qu'il n'avait pas le choix. S'il n'y allait pas, il le couperait complètement. La cousine pensait qu'il y irait effectivement parce qu'il n'avait plus d'endroit où loger et n'avait plus d'argent. J'ai vérifié mes portes et fenêtres 3 fois pour m'assurer qu'elles étaient verrouillées. Émilie passait encore la nuit chez moi juste par sécurité. Alors, c'était là où les choses en étaient à ce moment-là. J'essayais toujours de digérer tout ça, me sentant encore un peu nerveuse, mais aussi plus sûre que jamais que mettre fin à cette relation avait été la bonne décision. Si sa cousine confirmait qu'il était effectivement monté dans l'avion le lendemain, j'aurais l'impression de pouvoir enfin respirer plus facilement.